cours des derniers jours. Rassurez-vous, on va en parler encore. Je crois même que c'est le mot de l'année, incertitude. On en discutera aujourd'hui avec Édouard Le Maréchal. Bonjour Édouard. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien, merci. Très content que tu sois là. C'est la première fois qu'on fait un webinaire ensemble. Ouais, absolument. Euh, tout le plaisir est pour moi. Je vais donc laisser entrer encore les gens quelques secondes. Merci beaucoup d'être là à ce nouveau webinaire Cohésion par technologie, information, qualité. Vous êtes très, très nombreux aujourd'hui. C'est une bonne nouvelle. Encore quelques secondes. Alors, pour ceux qui se connectent, bonjour, bienvenue à ce webinaire Bonjour. Cohésion sur l'incertitude. Aujourd'hui, on s'adresse notamment aux gestionnaires. Alors, allons-y. Je crois qu'on a un plan de match assez chargé. Alors, je débute tout de suite. Bonjour, bienvenue à ceux et celles qui viennent de se connecter avec nous. Bienvenue à ce nouveau webinaire Cohésion présenté par Technologia et Formation Qualitan. Quelques informations pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas. Depuis 1996, Technologia est l'un des principaux partenaires québécois en développement de compétences et de solutions sur mesure pour les entreprises, avec près de 500 formations dans divers domaines, dont les technologies de l'information, la gestion de projets, la transformation et les opérations, et également le leadership et la gestion des talents. Ce webinaire est également une présentation de formation Qualitan, qui est aussi un grand expert québécois en développement de compétences et de conception de formation e-learning, qui se spécialise notamment en efficacité et habileté personnelle et professionnelle. Par exemple, la gestion du temps, des priorités et des documents, l'efficacité, les habiletés numériques, comme la bureautique, les outils Microsoft et Google, et également l'amélioration des processus et de la productivité. Pour plus d'informations, visitez le technologia.com ou encore le formation avec un S, trait-d'union-qualitan.ca ou appelez-nous. On discute aujourd'hui de l'incertitude, la malédiction des gestionnaires, point d'interrogation. La difficulté lorsqu'on est porteur d'un projet ambitieux ou que l'on est responsable d'une mission dont l'issue est incertaine et de se heurter à la passivité ou à la résistance active de ceux-là même qui sont censés l'accompagner. C'est parfois d'autant plus incompréhensible que le bénéfice semble évident. Comment se fait-il que cette incertitude soit un critère si perturbant dans le fonctionnement d'une équipe? On en discute aujourd'hui avec notre expert Édouard Le Maréchal. Bonjour Édouard, merci d'être là. Bonjour, je suis Euh, ravi d'être là. Juste avant qu'on débute, Édouard, je rappelle que ce webinaire est en lien avec une formation, donc Leadership, stimuler son équipe face à l'imprévu, avec le code GL103. Si vous avez envie d'en savoir plus, ben, rendez-vous sur letechnologia.com, GL103 et tout est là. Édouard, avant qu'on débute, ton écran est un petit peu plus sombre, Oui, il fait un petit peu plus soir chez vous, là, tu nous parles de Paris. Alors, absolument. merci de prendre du temps pour nous, c'est apprécié. Bon, j'espère que le son est bon à Paris. Le son est très bon. Je vous rappelle Parfait. à tout le monde, d'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la section Q&A au bas de l'écran. Il me fera plaisir de les transmettre à Édouard. Voilà, Édouard, tu peux activer le partage d'écran. Parfait. Allez, j'ai effectivement préparé quelques acétates sur le sujet. En fait, je voulais commencer par une petite histoire que vous connaissez certainement. Il y a quelques années, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a découvert qu'il y avait un virus qui était en train de se développer, qui venait d'une source animale, hein, qui était passé de l'animal à l'humain, et qui présentait de graves dangers, de graves risques de pandémie mondiale. Et donc, tout le monde a été mis en alerte. On s'est mis à chercher des vaccins, on s'est mis à mettre en place des systèmes de vaccination. On a aussi également essayé de faire avancer des gestes barrières. On a poussé les populations qui étaient en risque à faire évoluer leurs pratiques. On a vraiment fait un branle-bas de combat. Et puis là-dessus, le vaccin a commencé à arriver, puis on a réalisé qu'il était beaucoup moins dangereux que ce qu'on imaginait
Et finalement, ce virus qui s'appelait H1N1 n'a eu aucune conséquence sur le monde qui était comme c'était prévu. Et en fait, on s'est retrouvé à dire bon bah c'était bien la peine de faire tout ce travail. Il y a des politiques qui ont été accusés d'avoir fait de la gabegie. Il y a aussi des éléments de gestion qui ont été revus. Par exemple, dans certains pays comme la France, pour ne pas la citer, on a arrêté de gérer les stocks de masques. Et donc, on s'est retrouvé quelques années plus tard dans une situation un peu plus compliquée. Tout ça pour vous dire que l'incertitude, c'est pas toujours le danger, c'est pas toujours le risque. C'est quelque chose, effectivement, qu'il faut surtout pas oublier de considérer comme quelque chose qu'on ne peut pas prévoir. Ce qui est intéressant, et ce sur quoi je voulais insister, c'était de dire l'incertitude, on n'a aucune idée sur ce qu'elle provoque, en résultat, en tout cas, on sait que ça a des conséquences fortes sur le comportement des gens. Alors, je voudrais revenir un petit peu sur cette notion d'incertitude parce elle est vraiment importante et puis elle se développe de façon très spécifique, notamment quand travaille dans l'entreprise. Aujourd'hui, on se pose la question, c'est quelque chose que j'entends beaucoup, c'est on est rentré dans un monde d'incertitude. Il y a plein de choses qui font que aujourd'hui est plus incertain qu'hier. Ouais. Et effectivement, il y a plein de raisons pour lesquelles on peut considérer que le monde est plus compliqué. Par exemple, pour reprendre l'image que j'ai donnée tout à l'heure, il suffit que un animal soit mal cuit dans un pays exotique ou bien on ne sait pas trop qu'un laborantin fasse tomber une éprouvette et tout d'un coup le monde est rendu immobile par un virus et par des décisions politiques. Ou bien un président est élu et tout d'un coup, il y a une partie du globe qui se retrouve impliquée dans ses décisions, ses déclarations, etc. On est dans une situation où en fait tout impacte tout, mais très très vite avec l'accélération du numérique, avec la circulation de l'information, et puis avec toute la connexion qu'il y a entre les objets, etc. Le deuxième point qui engendre aussi de l'incertitude, je l'ai un petit peu mentionné aujourd'hui, c'est évidemment la numérisation du monde, mais aussi l'accélération des technologies autour de cette numérisation, de cette digitalisation. Et le premier point aujourd'hui dont on parle, c'est l'intelligence artificielle, avec beaucoup d'inquiétudes sur qu'est-ce que va devenir le travail demain, comment il va être réorganisé, qui va travailler, qui va cesser de travailler, quelles vont être les compétences qui seront les plus importantes dans le monde de demain. C'est encore une source d'incertitude. Troisième point également, on est sur des ressources dont on se rend compte que beaucoup d'entre elles sont limitées. Ne serait-ce qu'une eau propre ou éventuellement certains aspects autour de l'énergie, etc. Et puis, il y a un changement climatique. J'ai mis réchauffement, mais j'aurais peut-être dû mettre changement climatique parce il s'exprime de façon très différente sur les endroits qui ont des conséquences à la fois évidemment écologiques, pardon, mais aussi politiques, stratégiques et sur le comportement des humains. Petit à petit, on est obligé de revoir sa façon de faire. Et ce qui est très intéressant dans ce changement climatique, c'est que on ne peut pas vraiment l'anticiper. On ne sait pas exactement ce qui va se passer. On sait juste que ça prend beaucoup de temps. Il y a une forte inertie qui rend toute prévision difficile. Et le dernier point sur lequel je voulais insister, c'est que on assiste aussi à un changement de prisme dans nos sociétés qui est à l'œuvre en fait depuis plus de 200 ans, hein, grosso modo depuis les révolutions américaines et françaises, pour ne citer qu'elles, dans lesquelles finalement on ne raisonne plus collectif, on ne raisonne plus groupe, on ne raisonne plus société, mais on construit tout à la maille de l'individu, au bien-être de l'individu, à sa sécurité, à son confort. Il y a plein d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Et évidemment, quand on travaille à la maille de l'individu, ça crée aussi beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'imprévus, parce que les mouvements individuels sont beaucoup plus facilement exprimés. Tout ça, ça fait quoi? Ça fait qu'on peut effectivement considérer qu'on est dans un monde d'incertitude, mais j'aurais presque envie de rajouter un S en disant on a beaucoup d'incertitudes et ces incertitudes viennent d'endroits très différents et se maillent les unes avec les autres, s'interpénètrent, se répondent, créent des échos qui augmentent la perception d'incertitude. Mais je vais peut-être vous surprendre ou pas, mais en fait, on a toujours été dans un monde d'incertitude.
C'est pas depuis quelques années que l'incertitude est plus forte, c'est surtout qu'on la voit davantage. On en est plus conscient, on a plus de sensibilité parce que nos besoins et nos attentes ont évolué, nos croyances également ont évolué. Et parmi ces croyances, cette idée que on peut prévoir énormément de choses. Or, cette notion de prévoir énormément de choses, elle est aujourd'hui contredite, j'allais dire, par la science fondamentale. Ce que vous voyez là, cette espèce de hiéroglyphe un peu barbare, et au contraire très sophistiqué, c'est, figurez-vous, l'équation qui décrit le principe d'incertitude. L'incertitude est aujourd'hui considérée comme un principe, c'est pas un phénomène, ça fait partie de la réalité. C'est quelque chose qui est intrinsèque à la réalité et cette incertitude, elle est liée à deux choses. Au fait qu'il y a énormément d'éléments qui s'interpénètrent, qui s'interconnectent et au fait aussi qu'on a construit, nous les humains, une comment dire, une représentation de la réalité qu'on a essayé au maximum de clarifier, de sécuriser, de mathématiser en particulier. Et donc, à travers cet effort incroyable intellectuel, finalement, on a commencé à développer la croyance, la conviction que le monde était prévisible en grande partie et que l'incertitude était finalement une anomalie alors que la science d'aujourd'hui nous dit non, c'est pas une anomalie, c'est une constante. Pour preuve, j'allais dire les sciences, l'évolution des sciences au cours des dernières décennies, depuis le début du XXe siècle, qui met en évidence effectivement qu'il y a beaucoup de principes comme ceux de la physique quantique, qui ne répondent plus à la rationalité, qui ne répondent plus à justement la certitude, avec par exemple du côté de chez Lorentz la fameuse image du papillon qui peut déclencher une tornade ou une tempête, l'idée étant que des éléments extrêmement simples ou des éléments extrêmement fortuits et même minimes peuvent faire basculer une situation dans une autre, alors que ces éléments ont, semble-t-il, aucune causalité. Le chat de Schrödinger aussi, qui est un principe développé en physique quantique, laisse entendre qu'une situation évolue selon qui l'observe. Et donc, ce chat de Schrödinger, c'est l'idée que si vous enfermez un chat dans une boîte, je pense que vous connaissez pour certains d'entre vous, quand vous enfermez un chat dans une boîte avec une boulette de viande, quand cette boîte est fermée, tant que vous ne l'ouvrez pas, vous ne savez pas si le chat est mort ou vivant, s'il a mangé la boulette de viande ou s'il s'en est abstenu et il est resté vivant. Le principe du chat de Schrödinger consiste à dire, eh bien, tant qu'on n'ouvre pas la boîte, il faut considérer que le chat est mort et vivant en même temps. Donc, on est vraiment sur des principes scientifiques qui remettent à un autre endroit la question de l'incertitude. Euh, et donc tout ça pourquoi? Pour dire qu'en en fait on est quand même dans un paradigme scientifique qui est aujourd'hui assez éloigné du paradigme de management. Et pourquoi c'est l'image que je vous présente? C'est que en fait notre paradigme de management, il a été construit il y a à peu près 80 ans et un peu plus, sur la base d'un ensemble de doctrines qui ont été diffusée dans le monde, notamment par les armées et l'organisation des armées, et en premier lieu l'armée américaine, qui a mis en place des principes de stratégie, de logistique, de pilotage qui ont fait sa force au moment de la Deuxième Guerre mondiale et qui ont largement inspiré tous les pays qui l'ont subi ou qui en ont bénéficié selon le camp dans lequel ils étaient. Et pour ne citer que la France, on a appris, j'ai appris récemment, pour ma part, qu'un un grand nombre d'intellectuels français et des praticiens du management étaient partis à la fin des années 40, dans les années 50, pour aller observer les entreprises américaines et comprendre comment elles s'étaient organisées pour être aussi puissantes et être capables de tenir des éléments comme ça. Donc, cette doctrine de gestion, elle date quand même d'il y a 80 ans. Et la première chose qu'on pourrait dire, c'est que on voit pas beaucoup de notions d'incertitude dedans. Et de prise en compte de l'incertitude dans tous les principes de management, que ce soit le taylorisme, le fordisme, l'organisation du travail, etc. Même des choses comme les ERP, etc. ne prennent pas en compte ce principe d'incertitude. Donc ça, c'est le premier point. Et effectivement, la personne que vous voyez ici, c'est Auguste Comte, qui a, lui, mis en place un dispositif qui est
qui est utilisée de façon presque quotidienne par les gestionnaires, par les décideurs, etc., qui est ce qu'on appelle l'approche hypothético-déductive, c'est-à-dire qu'on observe quelque chose, on en tire une hypothèse, on la teste, on la valide et on l'utilise. Et ça, c'est le b.a.-ba de ce qu'on apprend à l'école, c'est le b.a.-ba de ce que tout bon gestionnaire est censé faire face à une situation qu'il ne connaît pas. Il va poser des questions, il va poser des hypothèses, il va s'assurer qu'elles sont bonnes et ensuite il va appliquer. Et cette théorie du management, cette théorie qui est devenue une théorie du management, donc cette théorie hypothético-déductive, elle est remise en cause par les scientifiques depuis à peu près 60-80 ans, à peu près au même moment, dans les années 60, où on s'est rendu compte que cette approche, en fait, elle négligeait énormément de choses. Et pour la première chose qu'elle négligeait, c'est qu'elle négligeait tout ce qu'elle n'était pas capable de mesurer. Ça, c'est vraiment un point important, c'est que avec cette théorie hypothético-déductive, on ne se préoccupe que d'une partie de la réalité et de la partie qu'on est capable soit de mesurer, soit d'expliquer. Tout le reste, toutes les choses un peu, toutes les anomalies un peu bizarres, tous les signaux faibles, comme on dit, sont écartés en disant c'est soit un problème de mesure, soit quelque chose qu'on n'explique pas, soit quelque chose qui n'est pas utile. Mais ça réduit énormément la compréhension des choses. Donc l'incertitude dans laquelle on vit aujourd'hui est aussi un élément qui peut s'expliquer par les outils qu'on utilise, les lunettes qu'on utilise pour comprendre l'environnement, pour comprendre notre contexte, le cadre dans lequel on travaille, et qui sont des lunettes sinon déformantes, en tout cas limitantes. Voilà, ça c'est vraiment les éléments de cadre. Et aujourd'hui, ce qui est incertain, c'est que oui, il y a beaucoup d'éléments j'allais dire de gestion qui ont augmenté et qui se sont développés ces dernières années. Et je vous en cite quelques-uns ici que vous allez reconnaître, hein, qui sont liés à la créativité, qui sont liés aux techniques de développement ou aux méthodes de développement informatique, qui sont liés comment ça s'appelle à l'assurance qualité, excusez-moi, à la qualité, l'amélioration continue, etc. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des outils qui sont utilisés exclusivement pour, comment dire, pour accélérer la réactivité des entreprises, être plus straight to the point, si vous m'excusez cette expression anglaise, pour être plus réactif, pour être plus fort et plus puissant dans des situations d'incertitude. Ça marche. Il n'y a rien à dire là-dessus. Ça, on permet, en simplifiant, on accélère, on augmente la réactivité des entreprises et des équipes. Ça n'a qu'un inconvénient, c'est que c'est épuisant. C'est très fatigant. Être tout le temps dans un mode de réactivité, dans un mode où on demande à changer les choses, où il faut être sur le qui-vive, c'est aussi fatigant que d'aller faire du surf. C'est-à-dire que les premières vagues sont très amusantes et on est très efficace, mais à la fin de la journée, on est vraiment très fatigué. Alors, le point que je voulais mettre en avant également, c'est que quand on travaille en tant que gestionnaire, pour être capable d'avancer sur un projet, en fait, on se positionne comme sur les images de gauche. En haut à gauche, c'est comme ça qu'on regarde l'évolution de la situation. On imagine que ce qu'on sait va se poursuivre, que la croissance va continuer, que la décroissance va continuer, que l'ensemble des phénomènes et des tendances qui nous importent vont se prolonger dans l'avenir de telle sorte qu'on puisse un petit peu prévoir l'avenir. Quand on finit un projet et qu'on se retourne, ça ressemble quand même beaucoup plus à l'image de droite. Donc une jungle, quelque chose qui est en fait beaucoup plus confus, beaucoup plus touffu, qui ne s'est pas déroulé exactement comme prévu et dans laquelle on a dû injecter pas mal d'actions pour pallier l'imprévu, pour naviguer dans l'incertitude. Et en définitive, on avait besoin de cette image de gauche pour parvenir à nos fins malgré la réalité qui est à droite. Et c'est la même chose en bas. On va retrouver cette même dichotomie sur les relations. On imagine que quand on donne des ordres à une équipe ou à des membres de l'équipe, ils vont être exécutés comme prévu, que
Les informations vont circuler comme on l'avait imaginé, parce que c'est écrit dans les processus, parce que c'est la mission de chacun. Et en réalité, on s'aperçoit que ça se passe pas précisément comme on avait vu, parce que il y a des interprétations, parce que il y a des retards, parce que il y a des petits incidents ou des émotions qui viennent brouiller les messages et qui rendent finalement la coordination beaucoup plus aléatoire et beaucoup plus compliquée. Et en fait, le rôle du gestionnaire, c'est de construire un plan qui ressemble aux deux images de gauche et de mener à bien le projet alors qu'il va se confronter aux deux images de droite. Je ne sais pas, Je vous Michael, si rappelle, c'est clair comme explication. tout à fait, je vous rappelle là, pour le public, entre-temps, si vous avez des questions, vous pouvez les poser juste en bas de l'écran. Il y a la section Q&A, alors n'hésitez pas à poser vos questions, ça va me faire plaisir de les transmettre. Ah, merci beaucoup, Michael. Donc voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est, je l'ai dit, et ça revient vraiment à ce qu'on disait sur Auguste Lecomte, on a des outils pour mesurer la réalité, pour mesurer des progressions, pour mesurer des évolutions, pour mesurer des problèmes, et ces outils, ils sont importants pour un gestionnaire. Le problème, c'est quand dans une situation d'incertitude, ils deviennent inopérants, c'est-à-dire que ils n'arrivent plus à mesurer des choses importantes ou que les choses qui mesuraient ne sont plus mesurables parce que les données ne nous apparaissent plus, etc., on finit par tordre notre compréhension de la réalité pour obtenir des données qui vont nous permettre d'utiliser ces outils. Je prends un exemple très simple. Je vais vous parler de ambiance dans l'entreprise versus baromètre de satisfaction. On se rend compte que l'entreprise traverse une passe difficile, que les gens sont moins contents, ils sont moins allants pour aller travailler, etc. On va essayer de piloter ça avec le baromètre de satisfaction. Or, le baromètre de satisfaction ne décrit qu'un tout petit morceau et en plus un morceau qui est bien déformé par le principe de sondage et d'enquête et qui ne correspond pas à la réalité véritable de ce que vit l'entreprise. Ça, c'est un exemple d'outil conventionnel qu'on va mettre en place parce que, en fait, on ne sait piloter qu'avec des outils de ce type. Et surtout, on nous demande que de piloter avec des outils de ce type. Le point suivant, c'est que très souvent, quand on est face à un problème ou un projet, la première approche qu'on va faire, et c'est ce qu'il y a dans l'hypothético-déductif, excusez-moi, c'est qu'on va commencer par analyser le problème. On va récupérer le maximum de données, de compréhension sur ce problème, on va l'analyser. On va essayer de le décortiquer, on va le couper en petits morceaux pour essayer de comprendre quels sont les enjeux, quelles sont les solutions possibles, etc. Puis, on va bâtir une solution, puis on va la déployer. Et puis, on va en parler aussi pour s'assurer qu'elle est déployée correctement et que tout le monde est content. Mais ce qui se passe, c'est que pendant ce processus, le monde change, le contexte a bougé, les clients ne veulent plus tout à fait la même chose, les employés ne sont plus motivés exactement par les mêmes situations. Il y a eu des petites chicanes par-ci par-là, il y a eu des choses au contraire qui se passent beaucoup mieux que ce qu'on avait prévu au départ. Et donc, on se retrouve avec finalement une solution qui n'est plus tout à fait adaptée au problème qui lui aussi a évolué et qui est plus tout adapté pardon, au projet qui évolue dans un contexte qui est différent. Et ça a un effet sur les équipes, c'est que ça va créer du doute et du découragement. On se dit, on a fait tout ce travail avec beaucoup de rigueur, avec du cœur, avec beaucoup d'allant, et au final, on a une solution qui pourtant sur le papier est impeccable, elle a pas de défaut et elle ne fonctionne pas. Voilà une façon de démobiliser une équipe qui Mhm. travaille avec des processus qui sont stables. Mais une bonne stratégie aurait été quoi dans ce cas-ci, Édouard? Ah ben là, je vais te divulgacher la suite. Mais le premier point dont il faut prendre compte, c'est de dire attention, les éléments de contexte et les informations qu'on a à un instant T ne sont pas forcément vraies à T plus 1. Et donc, quand on va travailler sur notre projet, il faut qu'on se laisse une latitude en disant sauf si. Ouais. De prendre en considération le fait que on va pas avoir une ligne, on va avoir plutôt une arborescence qui va nous permettre d'avancer. Et puis après, tu peux avoir effectivement au moins une option que je t'ai donnée, mais qui a des limites en termes d'énergie, qui est d'être effectivement dans de la méthode agile, du Scrum, des choses comme ça, qui vont te permettre justement de t'adapter au jour le jour, mais avec beaucoup d'efforts et avec beaucoup d'énergie. Puis est-ce qu'on communique
comme gestionnaire à ce moment-là qu'on est en train de naviguer dans le brouillard, puis que ce qui est vrai aujourd'hui sera peut-être pas vrai demain. On a cet outil-là aujourd'hui, mais ce sera peut-être plus utile demain. Est-ce qu'on le Alors, communique ça aux équipes? alors tu poses une question qui est vraiment importante, que je vais développer par la suite, mais je pense qu'il faut en parler dès maintenant. C'est de dire qu'est-ce que doit faire le gestionnaire par rapport à cette impuissance dans laquelle il se trouve et qui est provoquée très souvent par des événements extérieurs qui sont connus de tous. Mhm. Un changement de marché, un changement réglementaire, des choses qu'on n'avait pas prévues qui arrivent. Et les derniers jours nous l'ont montré, notamment avec notre voisin bruyant. Mhm. Euh, Ces éléments-là, la question qui est souvent posée, c'est qu'est-ce que doit faire le gestionnaire? Est-ce qu'il doit se transformer en happy camper et dire ne vous en faites pas, tout va bien, je maîtrise? Ou est-ce qu'il doit dire on est tous foutus? Est-ce qu'il doit dire... Et en fait, la réponse se trouve pas au milieu, mais se trouve ailleurs. C'est évidemment si vous essayez d'expliquer à vos équipes que tout va très bien se passer, elles vont peut-être vous croire la première fois. Mais une fois que vous aurez échoué, après, elles verront bien que vous n'en savez pas plus qu'elles. Donc, Mhm. le premier point, c'est de reconnaître en tant que gestionnaire le fait que on n'est plus dans une période de certitude ou dans une situation de certitude. Et ça ouvre d'autres perspectives sur lesquelles je reviendrai, parce que cette notion d'incertitude, elle touche les gens à la fois sur leurs croyances et leurs représentations, mais aussi sur leurs émotions. Et le premier point, c'est de reconnaître cette diversité. Mais je voudrais juste terminer sur cette approche-là en disant, un des réflexes qu'on a face à l'incertitude, c'est de dire, on va avancer pas à pas, petit à petit, en se focalisant notamment sur ce qu'on est capable de changer. L'exemple que je donne souvent, c'est nous sommes pris dans du trafic, dans une congestion, et ça n'avance pas ou ça avance très très lentement, et on ne sait pas pourquoi. On n'a pas de vision générale. On ne sait pas si c'est un accident, si c'est trop de monde, si c'est etc. Et on s'impatiente et on se focalise. On pousse toute son attention sur la voiture qui est devant. Et je ne sais pas si c'est toujours le cas, si c'est le cas également à Montréal, mais à Paris, il se passe tout de suite quelque chose, c'est qu'on regarde la voiture de devant et on appuie sur le klaxon en l'invectivant, en disant avance. Et puis souvent, il y a un mot derrière qui est pas très sympa. Et le pire, le problème, c'est que on le fait et à un moment, la voiture devant avance et ça nous laisse croire qu'on a fait la bonne chose, que quelquefois appuyer sur le klaxon et lancer et sacrer, ça aide à la résolution du problème. Et on se retrouve souvent dans des situations comme ça où on tente des choses et puis il se passe des événements et on n'est pas toujours capable d'en déterminer la causalité, mais on croit que ça peut fonctionner. C'est aussi un point qui est important. Alors, si il y a un élément, je pense, qui est assez intéressant, c'est de regarder ce qui se passe en fait concrètement quand il y a un événement imprévu qui se déclenche et qui touche une équipe. Alors l'équipe, vous avez vu, je l'ai représentée ici par des petits personnages de genres différents et de dessins différents pour montrer la diversité de l'équipe, à la fois en termes d'individualité, mais aussi en termes de rôle. Et puis, c'est des processus, c'est des équipements, et puis c'est de l'argent et des ressources. L'événement arrive et la première chose que va constater le gestionnaire, qui a pour mission de faire en sorte que les personnes, les processus, les ressources et les équipements se coordonnent d'une certaine façon pour produire de la valeur, la première chose qui se passe, c'est que tout va se dérégler. Première chose, les personnes vont commencer à moins bien s'entendre, à moins bien réagir, à avoir moins de patience les unes avec les autres, à moins dire les choses, à oublier de partager certaines informations. La deuxième chose qui va se passer, c'est que tout d'un coup, les plans et le planning vont être difficiles à tenir, voire impossibles. C'est tout d'un coup, on se dit, je ne vais pas arriver à livrer ce que je devais. On va pas travailler au rythme qu'on avait prévu. Il y a un certain nombre d'étapes qui ne seront pas atteintes quand tout le monde les attend. Donc cette notion de planning arrive et avec elle, la question des objectifs dont on se demande tout d'un coup s'ils vont pouvoir être atteints, s'ils restent encore réalistes, s'il faut pas les corriger. Et cette question des objectifs à corriger, quelquefois, bah, le gestionnaire, il a pas, ou la gestionnaire, ils n'ont pas la main dessus.
C'est pas à eux de décider. Et le dernier point, c'est qu'en plus, on navigue en brouillard, c'est-à-dire que les indicateurs de performance ou de progrès ou de suivi ne fonctionnent plus parce que on n'a pas forcément les bonnes informations pour continuer à les nourrir, ou les informations qu'on obtient, on sait qu'elles sont factices ou pas exactes. Et donc cette situation, c'est vraiment la façon de caractériser l'incertitude de l'entreprise. C'est tout d'un coup les processus et les savoirs ne sont plus suffisants pour déterminer et pour délivrer de façon claire et sûre. Et ça, c'est quand même, c'est là que joue la malédiction des gestionnaires, c'est que c'est justement le rôle des gestionnaires de faire en sorte que les processus, les savoirs et les personnes donnent les résultats escomptés. Donc derrière ça, ce qui se passe, c'est que on se retrouve avec des problèmes d'organisation, aussi bien que des problèmes d'objectifs et d'indicateurs. Donc plus des problèmes d'ambiance. Donc, finalement, ce qu'on constate aussi, c'est que tout le monde ne réagit pas de la même façon. Là, j'ai donné justement une image de plusieurs représentations d'une situation, ce que va constater le gestionnaire et face à l'imprévu, c'est que tous ses employés, toute son équipe, toutes les personnes de son équipe réagissent souvent de façon différente, disparate. Il y en a qui sont catastrophés, d'autres qui sont énervés, d'autres qui s'en fichent, d'autres qui se disent ah bah c'est peut-être une bonne occasion, etc., etc. Et c'est une difficulté supplémentaire pour les gestionnaires de devoir non seulement traiter les dérèglements de ses indicateurs, de ses objectifs, de sa planification, mais en plus, il doit gérer les comportements variables et les comportements très différents de la part de son équipe. Et ça, on peut l'expliquer de façon relativement, non, j'allais dire simple, mais c'est pas le terme. On peut l'expliquer de la façon suivante, c'est que chacun d'entre nous, on va avoir des dynamiques qui sont différentes et qui vont porter sur des éléments différents. Premier point, on va avoir des évolutions assez différentes sur la question des réflexions et des actions. Face à l'incertitude, il y a un moment où moi, je vais avoir envie de dire, il me faut plus de données pour savoir ce qu'il faut faire. Il faut que je comprenne bien ce qui est en train de se jouer. Il faut que j'ai une vision claire de toutes les possibilités que j'ai à ma disposition. Et puis, il y a des moments où je dis, bon, non, faut y aller là. C'est pas le moment de niaiser. Il faut foncer. Il faut que je délivre ce qui était prévu. Il faut que je réagisse. Et puis, ces moments, ils se succèdent très souvent. C'est qu'il y a des moments, il se passe, j'en apprends un peu plus sur l'incertitude, donc j'ai envie de passer en action, ou au contraire, j'ai envie d'en savoir plus, et ça va évoluer au cours du temps. Il y Le a deuxième point, c'est Chantal, mes émotions. Oui, pardon, vas-y. Édouard, il y a Chantal Mhm. qui dit c'est très vrai pour les comportements humains, Tout à fait. notamment. Ah oui, oui, c'est essentiellement les comportements humains. On passe de l'envie d'agir à l'envie de comprendre de façon régulière quand on est dans l'incertitude. Et de la même façon, il y a des moments où on est pris par le découragement et d'autres moments où on se dit mais non, ça va le faire, ça va marcher, il n'y a pas de problème, ou les problèmes vont être surmontés, et on passe à découragement, à l'espoir, à l'optimisme, au pessimisme, et on change au cours du temps aussi. On n'est pas constant là-dessus. Et c'est pas forcément associé à l'envie d'action et l'envie de réflexion. C'est aussi ça qui est un point important. Et puis le dernier point, c'est que notre représentation de la situation va elle aussi évoluer. C'est-à-dire qu'au début, on va regarder les conséquences à court terme. Hein, on est comme la voiture qui est prise dans le trafic et qui dit bah, il faudrait que la voiture de devant avance. Et puis, au bout d'un moment, on va commencer à réfléchir aux conséquences à long terme et se dire bah voilà, là ce qui est en train de se passer, bah dans un an, 2 ans, ça sera ça les conséquences, etc. Et c'est une façon, ces changements, eux, sont pas du tout se réalisent pas du tout de la même façon. C'est que pendant un long temps au début, on raisonne que sur le court terme. On voit que les conséquences immédiates, et puis à un moment, on réalise à travers quelque chose qui est assez chaotique, on finit par réaliser qu'il y a aussi des conséquences à long terme qu'il faut observer. Ces conséquences, quelquefois, sont nulles. Hein. C'est comme ce que je vous avais raconté sur H1N1 et le Covid. Quelquefois, c'est le H1N1 et quelquefois, c'est le Covid. On ne peut pas savoir. On est bien dans une situation d'incertitude. Et ça,
tout le monde le vit. Chaque personne, chaque humain, chaque employé, chaque gestionnaire le vit. Mais le problème, c'est que les courbes ne sont pas toutes les mêmes selon les personnes. Ça va changer en fonction de plusieurs critères. Mais ce qui va se passer, c'est que ça va s'exprimer en même temps et que le gestionnaire va se retrouver face à une équipe qui doute, qui se pose des questions, qui a l'impression que c'est la faute de l'autre, qui a l'impression que l'adversaire est trop fort, qui a l'impression que l'arbitre est injuste ou que l'entraîneur, le coach n'a pas fait son travail. Et donc son travail, le travail du gestionnaire, ça va être de gérer son équipe en plus que de gérer l'incertitude. Donc il va devoir coordonner des comportements individuels qui sont plus les mêmes, qui sont différents de d'habitude et qui en plus sont différents les uns des autres. Et pour couronner le tout, ces comportements s'expriment en même temps. C'est pas chacun son tour. C'est en même temps, il y a des gens qui sont en colère, en même temps, il y a des gens qui sont déprimés, en même temps, il y a des gens qui disent ça n'a aucune importance, en même temps, il y a des gens qui disent on va relever le défi et on fonce. Et Mhm. ça, évidemment, c'est une complexité plus importante pour les gestionnaires. Voilà. Il y a Laurent qui nous dit, est-ce que toutes les incertitudes devraient être considérées comme des malédictions pour un gestionnaire? Là, on parlait d'entrée de jeu du point d'interrogation dans ton titre. C'est bien choisi. Il nous dit également, certaines incertitudes pourraient être des moteurs pour justement aider à changer la posture de l'équipe ou de l'organisation. Exactement. Et c'est là-dessus que je voulais en venir, c'est que en fait, vous avez deux façons de considérer ces changements, et je vais revenir sur cette illustration, si vous me laissez 2 secondes. C'est que les changements, ils sont pas tous négatifs. Quand vous vous positionnez comme ça, vous voyez bien que il y a des situations où ah oui, les rameurs, ils rament, ils avancent. Le surfeur, il arrive à avancer sur la vague aussi. Il y a des éléments qui sont positifs dans toutes les situations et dans toutes les postures. La difficulté, c'est de les coordonner. C'est de faire en sorte qu'elles servent au projet, elles servent à l'équipe, elles servent à l'entreprise, parce qu'elles s'expriment au bon moment et avec le bon mandat. Et c'est pour ça que j'appelle. On a dit que c'était une malédiction avec un point d'interrogation. C'est que ça oblige le ou la gestionnaire à revoir son plan de match, à repenser les forces et les faiblesses de son équipe dans un contexte qui est tout à fait nouveau et sur lequel il n'y a pas forcément de données initiales. Et c'est ça la difficulté, c'est que tout d'un coup, le gestionnaire non seulement doit s'adapter dans l'organisation, mais s'adapter dans l'humain également. Tu as mentionné également, Édouard, tout à l'heure dans cette slide, là, l'importance de découper en petits morceaux une situation ou une problématique. Comment on fait ça concrètement? Mais en fait, il faut pas le faire. C'est le réflexe qu'on a, c'est de découper en petits morceaux, Hmm. mais en fait, il faut pas le faire parce que c'est là qu'on va introduire finalement plus de complexité et de complications parce qu'on va penser que ces éléments, ces petits bouts vont pouvoir être réglés un par un, alors qu'en fait, l'imprévu fait que ces éléments, ils restent liés les uns aux autres. Et c'est de la même façon que on pourrait avoir cette tentation de dire il suffit de klaxonner dans le bouchon pour permettre de le faire disparaître et de faire avancer la voiture de devant, mais ce n'est qu'une illusion. Et c'est un élément aussi qui est à prendre en considération, c'est qu'il faut être capable, pour les gestionnaires, de prendre la situation d'imprévu dans son ensemble, tout le temps, pour pouvoir savoir exactement qu'est-ce qui peut être bougé et qu'est-ce qui ne peut pas l'être. Donc, on va peut-être régler quelques éléments, mais le nœud du problème reste là. C'est ça, le nœud de l'incertitude, parce que c'est pas toujours un problème, hein. Ça peut être aussi une opportunité, et puis ça peut quelquefois, ça peut n'avoir cette incertitude peut déboucher sur retour à la case de départ. Mhm. Donc c'est pour ça qu'il faut pas se précipiter en disant bon bah voilà, je mets tous mes œufs dans le même panier et je vais pouvoir avancer. Je voudrais juste peut-être terminer sur un élément par rapport à à cette page, c'est qu'en fait les comportements de chacun sont variés, mais on sait il y a des critères qui nous permettent de les identifier. Il y a un critère qui est très clair et je pense que tout le monde va dire, bah oui, évidemment, c'est le caractère et la personnalité de chacun. Il y a des gens qui sont naturellement optimistes, des gens qui sont naturellement pessimistes, et je suis sûr que chaque gestionnaire, quand il entend ça, dit, bah oui, tiens, un tel ou une telle, ah, dès qu'il y a un problème, elle commence à chialer, et ça ne rate pas.
Donc, il y a une façon d'être. Alors, faut faire attention d'ailleurs parce que cette façon d'être, elle est quand même liée au contexte, hein. Il y a des gens qui sont extrêmement pessimistes et râleurs dans le monde de l'entreprise et chez eux, ils sont charmants. Et vice-versa d'ailleurs. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'expérience. C'est combien de fois ai-je été dans cette situation et qu'est-ce que j'en sais? Et en particulier, cette expérience, moi, je donne toujours un exemple qui est celui du parachutisme. Michael, tu as déjà fait du parachute? Non, j'en ai fait de parachute. Faudrait que tu essaies de me convaincre. Ah non, 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 c'est certainement pas moi qui vais le faire. En revanche, ce que j'ai appris en discutant avec des gens qui pratiquaient le parachutisme et qui adoraient ça, ils m'ont dit en fait le saut qui fait le plus peur, c'est le deuxième, c'est pas le premier. Le premier, on y va, on sait pas très bien à quoi s'attendre. Il y a un côté un peu défi, c'est joyeux, on monte tous, on soutient les uns les autres quand on est les premiers, etc. Et on se lance. Mais le deuxième, on sait exactement ce qui va se passer et Hmm. on comprend les risques et tout d'un coup on a peur. Et ben en fait, cette notion d'expérience, elle joue également selon les esprits où des gens vont dire oh là là mais j'ai déjà vécu ça, c'est une catastrophe, on est passé à deux doigts de tout planter, ou à l'inverse des gens qui disent oh ben c'est bon, c'est facile, etc. Mais c'est pas forcément l'expérience en tant que telle, c'est lié au caractère également. Et le troisième point qui joue, et c'est sur ce point-là que le gestionnaire peut jouer, parce que on est d'accord, un gestionnaire ne peut pas changer l'expérience d'une personne et ne peut pas changer son caractère. En revanche, il peut changer ce troisième élément qui est celui de l'information. Qu'est-ce que je sais sur la situation? La situation a beau être imprévue et incertaine, il y a des choses qu'on sait, des choses qui sont vraies, et il y a des choses qu'on sait qu'on ne sait pas. Eh ben, partager ces informations avec son équipe, ça fait évoluer leur comportement. Ça les fait changer de posture. Et ce changement de posture, il n'est pas forcément toujours dans la rassurance, hein, et dans le fait que les gens vont devenir optimistes, etc. Mais si on veut les faire changer de posture, il faut leur donner des informations supplémentaires. Si on veut qu'ils restent dans cette posture, il faut éviter de leur donner trop d'informations. En fait, c'est le seul élément, mais c'est un élément très important qui va permettre au gestionnaire de faire évoluer le comportement, les postures et les dynamiques des membres de son équipe. Et je voulais finir avec ça. Avant éventuellement de partager quelques questions ou éventuellement vous donner quelques exemples si vous en voulez de situations où on peut voir la dimension d'imprévu de façon particulière. Michael, je suis sûr que tu as récupéré quelques questions également. Quelques questions, ben, quelques commentaires, là, surtout, on nous dit ben, il nous faut une vision macro, hein, il nous faut prendre de la hauteur. Là. C'est certains commentaires là, qu'on avait effectivement sur la présentation là, comme gestionnaire. Oui, alors il faut prendre une vision macro et prendre de la hauteur par rapport aux objectifs et par rapport également à la situation. En revanche, moi j'aurais plutôt tendance à conseiller d'être à un niveau beaucoup moins macro et d'être beaucoup moins en hauteur par rapport à ces équipes. Hmm. Parce que il y a rien de plus, à mon avis, hein, il y a rien de plus effrayant que de voir disparaître un gestionnaire dans des brumes stratégiques au moment où on se sent tous paralysés et menacés par quelque chose d'incertain. Euh, et il y a quelque chose que tu as mentionné tout à l'heure, là, la deuxième fois fait toujours plus peur. Là. Je me souviens, le premier bain de glace, là, hein, on le fait Hmm. par orgueil, puis le deuxième, on ne veut pas y aller parce qu'on sait très bien ce qui va se passer. Mais il y a aussi l'idée de faire attention de ne pas refaire ce qu'on a toujours fait ou la première fois où cet événement-là s'est produit, j'ai agi d'une manière ABC, euh, puisque on nage dans l'incertitude. Comment est-ce qu'on fait pour faire la différence entre les repères qu'on avait puis une situation où ces repères-là seront peut-être plus bons, là? Bah, en fait, on peut pas tellement faire, mais je sais ce qu'on va vouloir faire, c'est exactement ce que tu décris, c'est-à-dire on va essayer de comparer une situation qu'on a déjà vécue et la comparer avec les situations actuelles en disant c'est à peu près la même chose. Mhm. Et c'est notre premier réflexe. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein, on veut les données qu'on a et les connaissances qu'on a, on veut absolument les appliquer sur une situation nouvelle. C'est cette image tu sais, du jouet où on met les objets dans leur forme. Donc, ton deuxième bain de glace, tu vas l'imaginer comme le premier
Alors, il se trouve que pour les bains de glace, ça se ressemble quand même beaucoup, je crois, Mm, et les sauts en parachute aussi. Mais quand c'est des situations d'incertitude de gestion, il y a quelquefois comparaison n'est pas raison, comme on dit. mm. Quelquefois, comparer deux situations, ça ne donne pas toujours les informations qu'on imagine et le savoir qu'on imagine. En revanche, ce qu'on peut être sûr, c'est que c'est le premier réflexe de tout le monde de faire ça. Il y a quelqu'un qui nous dit, pour ma part, les pires freins à l'amélioration sont ceux qui viennent de la haute direction. Convaincre les dirigeants est l'enjeu le plus important pour l'adhésion car il y a beaucoup de résistance au changement dans la routine et le statu quo, même dans les hautes sphères. Qu'est-ce que tu en penses, Édouard? Je dirais pas, non, c'est pas vrai, c'est pas même dans les hautes sphères, c'est surtout dans les hautes sphères. C'est que, mais chacun est dans son rôle. Le rôle des hautes sphères et les rôles des gens au-dessus, c'est de s'assurer que on ne dévie pas la route. Et donc, quelquefois, on utilise la pensée magique. On a envie on peut être tenté de faire cette pensée magique, de dire, mais non, tu vas voir, tout va bien se passer. Et puis non, je suis désolé, je vais pas changer les objectifs parce que je pense qu'ils restent atteignables. Et je ne vais pas te donner plus de budget ou plus de personnes sous prétexte que, parce que je ne veux pas dévier de ma propre route. Il y a un effet de protection. Donc oui, tout à fait, ce commentaire, il est plus que juste. La difficulté, à un moment, c'est de dire aux personnes au-dessus de nous, mais plutôt très au-dessus de nous, bah, il faut prendre ça en considération. Ça va pas se passer comme prévu. Mais le problème, c'est toujours la même chose, c'est que celui à qui on dit ça, bah, devient redevable de cette information et il est obligé de la transmettre à son tour. Et c'est jamais agréable d'annoncer à son chef ou à son responsable ou à son actionnaire que finalement, c'est pas sûr. Il y a quelqu'un qui nous dit, peut-on élaborer sur la fine ligne entre donner trop d'informations à ses équipes et pas assez? Oui, on peut élaborer. On peut imaginer que selon la situation, selon le comportement d'une personne, lui donner plus d'informations, ça va lui donner plus envie d'analyser ou lui donner plus envie d'agir. Et c'est effectivement, il y a des modèles qui existent et c'est un petit peu un travail sur lequel je me penche et sur lequel j'ai vu apparaître des outils. Il y a la possibilité effectivement de piloter d'une certaine façon, alors à grande maille, mais beaucoup mieux que en faisant la même chose que si tout allait bien ou si tout était prévisible. Il y a des moyens effectivement d'être sur cette fine ligne. Mais cette fine ligne, elle a quelques caractéristiques et l'une d'entre elles qui n'est pas des moindres, c'est qu'elle demande une coopération et une confiance entre le gestionnaire et son équipe. Il y a, donc, la présentation sera-t-elle rendue disponible par la suite? Tout à fait, Marie-Hélène, merci pour la Mhm. question. Il y a Laurent qui répond à ce que tu viens de mentionner, Édouard, qui dit, je pense notamment à ce qui se passe avec notre voisin du Sud. Euh, Mhm. Effectivement, c'est un très bon exemple. Selon les différents types de personnalités, ce n'est parfois pas l'information qu'ils ont le plus de besoin, mais parfois plus dans la gestion de leurs émotions. Qu'en pensez-vous dans les situations d'incertitude? Je pense qu'il y a les deux. Les gestions de l'émotion. Alors la gestion de l'émotion, ma croyance c'est qu'elle est réalisée par un partage d'informations. Mais les informations, c'est aussi les informations sur sa propre émotion. Si je te dis, Michael, quand on est tous les deux dans le même bateau, que moi ça va, j'ai confiance parce que je pense que ben, je vais te contaminer, tu vas être un peu rassuré. Si je te dis que non, moi, en ce moment, je suis totalement déprimé, bah, ça va aussi te contaminer. Hmm. Donc oui, c'est l'information, c'est vraiment au sens très large. C'est aussi l'information sur mon propre état, ce que les gens voient sur les autres réactions, etc. C'est pas que des données de gestion, c'est aussi des informations qu'on va exprimer sur comment je me sens, comment vont les autres, où va, et pas forcément les informations qui sont dans le tableau de bord. Je prends le temps de vous mentionner également, là, avant de terminer, la formation Leadership, stimuler son équipe face à l'imprévu avec le code GL103 est disponible sur letechnologia.com. Alors, vous avez qu'à écrire GL103, puis toutes les informations sont sur le site web. Édouard, il y a Laurent qui nous dit, dans une période de forte incertitude de macro,
Donc, très certainement hors du contrôle du gestionnaire et même de l'entreprise. Mhm. Que peut faire un gestionnaire pour rassurer son monde? Il nous mentionne que c'est un commentaire plus philosophique que pragmatique. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de réponse à donner? Moi, mon point de vue, c'est de dire, il ne s'agit pas de rassurer en disant que ça va bien se passer, mais de rassurer en disant que c'est normal qu'on se sente comme ça. C'est le premier point de rassurance, c'est de dire, si tu te sens inquiet et si tu vois qu'autour de toi, il y a des gens qui sont inquiets et puis il y a des gens qui ne le sont pas, c'est normal. Hmm. Et ça n'a rien de, ça doit pas rajouter de l'inquiétude ou de la peur ou de la panique ou de la colère. Édouard, le maréchal en direct de Paris, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce webinaire. C'est un plaisir de te jaser. J'ai l'impression qu'on aurait pu continuer sur ce sujet-là encore C'est longtemps. passionnant. Mm. Je vous rappelle que la présentation sera donc disponible au cours des prochaines heures. Vous pourrez la voir par courriel. Le webinaire sera disponible également sur la chaîne pardon, YouTube de Technologia. Et nous, on se revoit bientôt pour un autre webinaire. Si vous avez des questions, technologia.com, le code GL103. Alors, encore une fois, Edouard, merci. Bonne soirée, Ben, bonne merci nuit. à toi et merci à tout le monde. Et on Et se dit à très bientôt.